Merci de m'avoir invité, qui m'a donné l'immense plaisir de faire connaissance de la communauté de San Patrignano et de son énergie extraordinaire. Bravo et merci. Alors aujourd'hui, je vais vous parler plutôt maintenant, à la fois d'engagement personnel et aussi, je voulais partager avec vous la façon dont l'ONU, donc organisation ô combien immense, est en train de mobiliser la société civile autour de la question des droits des femmes. Alors, je vais, en attendant la petite télécommande, je vais déjà je vais vous dire un peu, je vais me présenter tout simplement pour vous expliquer comment on peut être fondateur d'une organisation dépendant d'un monument comme l'ONU. Il faut que vous sachiez que je suis en fait, j'ai toute une carrière dans le monde de l'entreprise, de la grande entreprise en France, et je suis actuellement responsable du développement dans une multinationale. Donc tout au long de ma carrière, qui est déjà longue, qui n'est pas encore finie, j'ai pu vivre directement, observer auprès des femmes qui m'entouraient, l'existence, on dira, de mécanismes assez désagréables professionnellement, justement parce que nous étions des femmes. Autour de la quarantaine, j'ai découvert que mes collègues masculins, qui faisaient le même travail que moi, gagnaient quasiment 2 fois plus que moi. C'est un peu contrariant. J'ai découvert aussi qu'en l'occurrence, ils avaient des promotions. Et tout ça à travail égal. C'est à ce moment-là que l'association d'alumni, donc d'anciens élèves à laquelle j'appartenais, crée un groupe femmes. Et donc les questions que je me posais, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai raté pour me trouver dans cette situation-là? Je suis payée 50% de moins, 30% de moins. Qu'est-ce que j'ai fait? Et en m'impliquant dans cette association-là, j'ai découvert que je n'étais pas la seule à me poser ces questions. Donc, j'ai continué mon implication pour comprendre les mécanismes et puis pour essayer d'agir. Et tout ça collectivement, avec d'autres femmes. Et c'est comme ça qu'il y a 3 ans, une de mes amies qui avait un parcours professionnel au sein de l'ONU est venue me voir pour me parler d'ONU Femmes. Je ne connaissais absolument pas ONU Femmes. Malgré mon implication personnelle, je n'en avais jamais entendu parler. Alors évidemment, elle m'a expliqué ce que c'était. Et en l'occurrence, je n'étais pas la seule à pas en avoir entendu parler, puisque l'objectif, c'était de créer un comité national en France pour faire connaître ONU Femmes. Et c'est comme ça que je suis devenue membre fondateur de ce comité national. Voilà pour la tranche personnel, engagement personnel, pour vous expliquer un peu d'où je vous parle aujourd'hui. Alors, ONU Femmes. Alors d'abord, petite enquête. Qui connaît ONU Femmes dans la salle? Levez le bras, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, voilà. Vous êtes donc quelques-uns à connaître ONU Femmes. Je vais donc... alors, je vous mets à l'aise, puisque moi-même, je ne connaissais pas. ONU Femmes est la dernière organisation des Nations Unies qui a été créée donc en 2010, donc très récemment, pour porter spécifiquement la question des droits des femmes et de leur autonomisation. Les missions, je vais passer rapidement, je vais vous laisser lire ces différentes missions. Je ferai un commentaire particulier sur les 2 premières, qui sont évidemment au cœur de notre sujet au sein de ce forum, qui est la question du leadership économique et politique des femmes et de leur empowerment économique. Ces 2 sujets étant primordiaux pour faciliter le règlement des autres ou l'amélioration des autres. Je voulais également faire un petit focus sur l'aspect paix et sécurité, puisque dans le cadre des conflits armés, les femmes sont en général les premières victimes, on reverra ça tout à l'heure, et sont
que très peu associé au règlement de ces conflits armés. Concernant la gouvernance et tout ce qui concerne le planning national, l'ONU a également, dans sa mission évidemment fondamentale, d'accompagner les États membres de l'ONU pour mettre les questions d'égalité, de droits des femmes au centre de la planification de la politique étatique. Eh bien, voilà. Alors, autre chose que je ne vous ai pas dit, l'ONU, donc, ses missions, comment elle les exerce? Elle les exerce sur le terrain, à travers 300 programmes à peu près, répartis dans une centaine de pays dans le monde. Ça, ce sont pour ses actions terrain. Et sinon, ONU Femmes s'appuie sur des comités nationaux, donc, dont je fais partie en France, pour porter... Donc, les comités nationaux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sont issus en quelque sorte de la société civile, puisque je suis bénévole, toute notre équipe est bénévole, et nous portons cette voix de l'ONU en France en ce qui me concerne. Nous déclinons les programmes onusiens et nous avons également une tâche fondamentale de collecte de fonds privés pour financer l'activité de l'ONU. Alors, maintenant que je vous ai brossé le tableau d'ensemble, aujourd'hui, où en est-on? Tout à l'heure, je vous parlais d'une implication de la société civile qui était actuellement particulièrement forte. Parce qu'en l'occurrence, 2015, on a de la chance aujourd'hui, on peut parler de choses particulièrement intenses sur ce sujet-là. 2015 est une année pivot, puisque 2015, c'est l'année où convergent un certain nombre de programmes, d'actions de l'ONU en général, et d'ONU Femmes en particulier, qui touchent les femmes. Et particulièrement, nous avons, ça a été évoqué déjà hier par la représentante officielle de l'ONU, l'année 2015, c'est l'année des objectifs post-2015, des objectifs de développement. L'année 2015, c'est également, on en a parlé aussi, l'année de la COP21 qui aura lieu à Paris à la fin de l'année, autour du réchauffement climatique, et dans lequel les femmes ont un rôle important à jouer également. L'année 2015, c'est également le 20e anniversaire de la plateforme Pékin+, donc qui a été signée en 1995. Et cette plateforme est en quelque sorte la liste de tout ce qu'il faudrait faire pour améliorer, pour affirmer les droits des femmes. Et donc cette année 2015, c'est l'année des bilans qui a permis de mettre en évidence que les sujets de femmes étaient le point noir, le point le plus difficile de tous ces objectifs de développement. Donc une grande déception d'ONU Femmes là-dessus, qui a mis en évidence une responsabilité collective dans ce défaut d'avancée des principes onusiens autour du leadership et de l'empowerment des femmes. Alors concrètement, qui dit bilan dit chiffres, puisque ce qui ne se mesure pas, n'existe pas, eh bien l'ONU mesure et donc permet de suivre l'évolution de tous ces points. Et on a beaucoup parlé ensemble depuis hier de l'éducation, de l'empowerment, etc. Là, je vais partager avec vous quelques chiffres très concrets pour que vous puissiez toucher du doigt le chemin qui reste à parcourir. Alors d'abord, je vais vous donner des chiffres positifs pour mettre en perspective, puisque on a bien sûr parlé du rôle positif des femmes à plusieurs reprises dans le cadre de l'économie positive. Tout simplement, par exemple, un enfant qui a une mère qui n'est pas analphabète a 50% de chances de plus de survivre. Et ça, c'est vraiment une question de génération future, en l'occurrence très, très basique. Après, tout ce qui concerne le développement économique, même si on peut avoir, il y a des débats sur croissance, décroissance, des études ont montré que la productivité par
salariés augmentait de 40% et la croissance tout court augmentait de 0,4% par an, si l'égalité homme-femme était assurée dans le monde du travail. Alors là, je vais passer aux chiffres un peu plus alarmants, un peu décevants, on dira. Voyons le verre à moitié plein, enfin à moitié un peu plein, puisque la question n'est même pas à moitié, c'est juste un peu plein, mais c'est mieux que complètement vide. Sur l'éducation, eh bien, si tout l'enseignement primaire a évidemment en l'occurrence, connu un développement tout à fait intéressant, ça coince toujours sur les études secondaires, les études supérieures. Et là, l'enjeu, on en a déjà parlé, c'est le développement des ressources professionnelles au profit de la collectivité. Il n'y a pas assez les femmes, la force de travail des femmes et leur créativité, enfin tout ce qui va avec un travailleur n'est pas correctement utilisé. Il y a la question également de l'analphabétisme, puisque si l'analphabétisme a bien diminué depuis ces 20 dernières années, eh bien ce sont quand même 60% de femmes qui sont illettrées aujourd'hui. Et c'est là qu'on reboucle sur le point dont je vous parlais tout à l'heure, sur les chances de survie d'un enfant dont la mère est analphabète. Concernant la santé maternelle, alors, a priori, à première vue, c'était un objectif du millénaire, la santé maternelle, l'amélioration de la santé maternelle. Vous voyez que ça s'est bien amélioré. Sauf que, sur le sujet des droits reproductifs, sur le sujet du corps des femmes, de leur disposition, de la libre disposition de leur corps, et en l'occurrence, tout ce qui concerne les mariages forcés, puisque vous voyez les chiffres, une femme sur 3 a été mariée avant 15 ans parmi les femmes qui ont été mariées enfants quand même. Donc énorme sujet, tout ce qui est mariage forcé. Et également la subsistance, y compris dans les pays développés, de la maternité avant 18 ans. Voilà, ce qui ne facilite pas effectivement le fait de s'investir professionnellement, même si on en a la formation, etc. Du côté du travail, eh bien, il ressort que les femmes sont à 83% présentes dans les tâches domestiques, dans les travaux domestiques, les métiers domestiques qui sont les plus fragiles. Pour celles qui ont réussi à se faufiler, on en parlait tout à l'heure, on commence à en parler tout à l'heure, tout ce qui concerne ce qu'on appelle le glass ceiling, le plafond de verre, eh bien, on voit qu'il n'y a que 24% de femmes qui sont au management exécutif de grandes entreprises, ce qui prive donc les femmes d'une marge de manœuvre, d'un pouvoir de faire avancer les choses. Question du pouvoir également en matière de politique, puisqu'il suffit de regarder autour de soi dans beaucoup de pays, moins en Afrique d'ailleurs actuellement, puisque Madame Dieppe nous en a parlé récemment. Mais quand on regarde autour de soi, on voit à l'œil nu qu'il y a très peu de femmes en politique et que c'est très violent pour elles. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, dans le règlement des conflits armés. Puisque si les femmes et les enfants d'ailleurs sont les premières victimes des conflits armés, vous voyez que les femmes ne sont que 9% parmi les négociateurs autour des tables de discussion pour la reconstruction du pays. Donc ce sont des hommes qui règlent les questions de femmes violées, déplacées, massacrées. Alors, autre sujet fondamental, c'est celui de la violence faite aux femmes. Précédemment, on a vu des indicateurs sur des sujets tout à fait précis qu'on peut gérer en quelque sorte avec des objectifs, etc. Eh bien, sur la violence, on s'aperçoit que malgré justement des textes, et ça montre bien que les textes ne peuvent pas faire tout et que ça montre bien l'implication nécessaire des uns et des autres, eh bien, vous avez encore dans le monde, tout développement confondu, vous avez une femme sur 3 qui fera l'expérience dans sa vie de violence physique ou sexuelle. Ça veut dire que partout dans le monde, ça veut dire qu'en Italie, ça veut dire qu'en France, et pas seulement donc, dans des pays qu'on pourrait connaître plus violents, eh bien, vous avez une femme qui est confrontée à la violence au sein de son foyer. Comment être une femme positive quand on est confronté à la violence et qu'on n'est pas respecté en tant que soi ?
Dernier chiffre que je voulais partager avec vous, eh bien, le rôle de la loi dans le droit des femmes. Vous avez dans le monde 128 pays qui ont encore des législations discriminatoires à l'encontre des femmes. Et là aussi, comment être une femme positive quand la loi ne vous reconnaît parfois pas d'existence juridique, ou très peu. Quand vous n'avez pas accès à la terre, à la propriété de la terre, quand vous n'avez pas de patrimoine à transmettre à vos enfants, quand vous n'avez pas le droit d'avoir un patrimoine à transmettre à vos enfants. Voilà, donc désolé de ce tableau un peu noir, mais ça montre le challenge, la nécessité de s'impliquer tous ensemble sur ces sujets. Alors justement, je parlais de l'implication de l'action de mobilisation d'ONU Femmes actuellement vis-à-vis de la société civile, vis-à-vis de nous tous, à côté bien sûr de ces programmes dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, Phunzile Mlambo-Ngcuka, la directrice exécutive d'ONU Femmes, a donc, je dirais, annoncé, martelé que le changement vient et que le changement viendra. Et comment va-t-il venir, ce changement? Eh bien, c'est justement en mobilisant, une espèce de mobilisation générale de toutes les parties prenantes à ces sujets-là. Puisqu'on l'a vu, vous avez vu, il y a des textes, il y a toutes sortes de choses qui devraient pouvoir amener une amélioration de la situation des femmes, de leurs droits, de leur empowerment. Et pourtant, on constate que ça n'est pas le cas. Ça veut dire que le problème est ailleurs, le problème est dans les esprits, le problème est dans les actions, le problème est dans les stéréotypes au quotidien. Et pour s'attaquer à la racine de tout ça, il faut que chacun s'empare du sujet à son niveau pour aider à le résoudre. Et bien sûr, première partie prenante importante pour faire changer la société, pour faire bouger les lignes, notamment dans cette lutte contre les stéréotypes qui limitent, enfin stéréotypes dans le meilleur des cas, bien sûr, puisqu'il y a tout l'aspect légal, réglementaire dont je parlais tout à l'heure, mais au quotidien, et notamment dans la violence par exemple, eh bien, le premier partenaire, c'est l'homme. Il est donc primordial d'impliquer les hommes dans toutes ces évolutions. Et ONU Femmes a lancé, à la fin de l'année 2014, la campagne He for She, qui offre un support. Il y a beaucoup d'hommes qui sont prêts à s'engager, mais ils ne savent pas comment, ils ne savent pas comment le faire. Et donc l'objectif de cette campagne, c'est de leur offrir un support d'investissement, d'affirmation de leur soutien à l'évolution des droits des femmes et à leur autonomisation. Alors, pour information, à la fin, je vous donnerai une liste de tous les sites nécessaires. Donc, messieurs, n'hésitez pas, n'oubliez pas de noter le site de He for She si vous souhaitez, bien sûr, vous associer à cette campagne. Deuxième actualité récente et très forte dans cette affirmation d'ONU Femmes de la nécessité de revitaliser, de redynamiser cette approche du droit des femmes et de leur empowerment, c'est là on est dans la démarche inverse de l'économie positive qui est de penser, de raisonner dans le long terme. Là l'enjeu c'est le plus court terme possible et pour que les choses évoluent le plus vite possible maintenant. Et donc vous avez cette campagne Planète 50-50 pour 2030, donc horizon 2030, de façon à impliquer les États, à les réactiver peut-être sur cette nécessité de mettre l'égalité, la gender equality, au centre de leur politique nationale. Et dernier point que je voulais partager avec vous aujourd'hui, on a parlé hier du rôle des entreprises sur ce sujet-là. Eh bien, ce rôle, donc les entreprises qui ont des valeurs, il était aussi nécessaire pour nous tous de changer l'œil qu'on peut avoir sur les entreprises. Vous avez un certain nombre d'entreprises, et notamment avec le développement de tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises, qui sont, je dirais, authentiquement
investi sur ces valeurs-là. Et l'ONU a donc, donc à la fois à travers ONU Femmes, UN Women, et à travers le Global Compact, soutient, présente aux entreprises une plateforme concernant l'égalité des droits des femmes, la réalité de la santé, de l'équilibre de la vie dans la vie professionnelle, que ces entreprises peuvent signer pour affirmer leur soutien à l'ONU. Évidemment, sur ce sujet-là. Et ce qui est particulièrement intéressant, justement, dans cette coopération entre le Global Compact, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'entité des Nations Unies, grosso modo, qui porte toute la question de la responsabilité sociale de l'entreprise et du développement durable. Eh bien, le fait d'intégrer les droits des femmes dans cette approche de responsabilité sociale est tout à fait fondamental. Ça n'est plus seulement qu'une question de féminisme, c'est tout simplement une question de société. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà les sites promis, les adresses, si vous voulez en savoir davantage, puisque là, effectivement, la session est un peu courte et il y a beaucoup de choses à dire. Donc, vous avez l'adresse d'ONU Femmes au niveau global. Je vous ai mis également ONU Femmes France pour les personnes qui sont françaises. Vous avez un comité national en Italie également. Donc j'ai mis son adresse. N'hésitez pas à aller voir ce site et puis bien sûr à vous manifester auprès de mes amies italiennes. Je vous ai également mis tout ce qui concerne les Women Empowerment Principles, qui est donc cette charte dont je vous parlais à l'instant, qui s'adresse aux entreprises. Voilà. Et puis IFORCHI à la fin. Merci de votre attention. Et donc engagez-vous. Vous êtes la société civile, vous avez votre marge de manœuvre, vous avez votre pierre à apporter à cette évolution fondamentale de la société et de ses mécanismes. Voilà, merci.